un très grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, ici dans cet magnifique endroit. Et je voulais vous parler un peu de la situation internationale telle que je le vois, évidemment axée sur vos intérêts, sur la situation financière, les défis, les menaces, et aussi sur le plan européen, évidemment. Moi, je parle à vous comme Européen. J'ai travaillé à la Commission européenne pendant 34 ans. Après, j'étais le secrétaire général d'IOSCO, OECV. Donc, tout mon background est international européen. C'est vrai, j'ai un passeport britannique, mais aussi, aujourd'hui, j'ai un passeport irlandais. Comme beaucoup de Britanniques, ils ont trouvé ce qu'ils peuvent, un autre passeport pour garder et maintenir leurs racines européennes. Voilà. Alors, sur le plan international d'abord, et je ne vais pas mâcher mes mots, je vois un désordre dangereux. Tout d'abord, je n'ai jamais vu, je crois que vous n'avez pas vu, une attaque frontale sur les institutions multilatérales de la part des Américains. C'est très grave, c'est délibéré. Si vous prenez le WTO qui a gardé le paix commercial pendant 20 ans, je vois des mesures américaines tout à fait illégales, unilatérales. Je vois une tentative de torpiller le système de règlement de différends, en clé de WTO. Et je vois des mesures de rétorsion chinois, européens, et ce n'est pas fini. Madame Lagarde l'a dit bien clairement hier que ceci, c'est une grande menace à l'économie globale. Et je peux vous dire une chose, c'est très difficile de rollback, de retirer ces mesures une fois qu'elles sont prises. Pourquoi? Parce que les deux côtés devraient montrer qu'ils ont gagné. Très difficile. Et je crois que cette situation est très, très préoccupante. Les États-Unis aujourd'hui qui plaident que si j'ai un déficit commercial, c'est parce que votre commerce est déloyal. C'est incroyable comme position. Mais par contre, dans le domaine financier, on entend moins, beaucoup moins, parce que là, les Américains ont un surplus grand sur le plan des surplus commerciaux. Ça, c'est pourquoi aujourd'hui, dans le FSB, OECV, Comité de Bâle, il y a moins de difficultés, sauf une, qu'il n'y a pas de progrès dans le domaine international, dans les institutions internationales globaux, sauf si les Américains ont déjà une loi qu'ils veulent installer sur les autres. L'idée que le monde peut avancer sur un sujet où les États-Unis n'ont pas pris position, hors question. Je trouve ça tout à fait inacceptable comme prise de position. La logique de la finance internationale et des institutions fortes internationales. La France est la championne des institutions, à la fois européennes et internationales. Et je vous plaide de tirer la logique de ce que je dis. Il faut des institutions internationales fortes avec des pouvoirs de régler les différends, de mettre en œuvre les textes communs, justement le modèle européen. Et à mon avis, l'Union européenne doit être claire que l'Union soutient le multilatéralisme. L'Union cherche des alliés pour poursuivre le multilatéralisme.
Et si les États-Unis ne veulent pas participer, mais c'est triste à dire, tant pis. Tant pis. Nous devons avancer. Je me rappelle toujours le mot du président de la Commission, le grand Jacques Delors, qui a dit deux choses. Il a dit, première question, quels sont nos intérêts communs? Deuxième question, quel est le niveau de notre ambition? Moi, je plaide en faveur d'un multilatéralisme fort. Sur le plan européen, et bien sûr, il y en a beaucoup de défis. Moi, je dirais de populisme incontrôlé, mais beaucoup de défis quand même. Prenez la situation économique. La croissance économique en Europe est trop bas, à peu près la moitié qu'aux États-Unis. Le chômage est plus ou moins le double que les États-Unis, encore. Et si nous ne pouvons pas augmenter le taux de croissance économique en européen, l'appartenance européenne, que je crois la plupart ici tient cher, va souffrir et va continuer de souffrir. Si nous ne pouvons pas progresser sur l'union bancaire, sur le Capital Markets Union, où nous avons fait presque aucun progrès en 5 ans, nous sommes en plein difficulté. Je regrette de le dire, il faut accélérer, il faut prendre des décisions et il faut être audace et brave. Brexit a pris beaucoup d'oxygène dans les institutions européennes d'aujourd'hui, beaucoup trop. Et quelques mots, si je peux, sur Brexit. Je pense qu'il y aura un accord finalement et le Royaume-Uni va sortir d'Europe fin mars 2019. C'est une grande tristesse pour moi personnellement. Et je pense que les Britanniques vont être confrontés avec 2 très mauvais scénarios. Le premier, c'est effectivement d'accepter de s'aligner avec les normes européennes sans voix. Quelle politique? Vous vous imaginez votre pays d'accepter les normes sans voix? Mais ça, c'est le choix devant les Britanniques. Ou le commerce peut continuer entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, plus ou moins, il y aura des perturbations, mais voilà, première option. Deuxième option, c'est de cut and run. Le modèle Singapour on steroids. Donc, réduire les normes, chercher les accords bilatéraux, commerciaux dans tous les coins du monde, c'est très difficile à faire, ça je vous dis, très difficile à faire. Et couper les liens avec l'Europe et couper, ce sera à mon avis bête, le marché le plus important pour le pays aujourd'hui. Je dois vous dire que je trouve la politique suivie par les Anglais dans cette négociation était lamentable. Je mesure mes mots, plein de mensonges, des insultes. Quand le ministre des Affaires étrangères britannique compare l'Union européenne avec l'Union soviétique, je me demande où nous en sommes, franchement. Je crois que ce n'est pas le bon moyen de trouver des amis et de trouver un bon accord avec les Européens. Par contre, Michel Barnier, que je connais bien, je crois, a fait un travail remarquable. Il a gardé les 27 ensemble. Il a travaillé très près avec le Parlement européen, avec une très bonne équipe. Et l'Union européenne doit rester unie et ferme, et surtout avec les Irlandais pendant les mois qui suivent. Mesdames, Messieurs, je voulais peut-être vous donner quelques idées sur votre industrie, des prévisions peut-être de ma part pour l'avenir. Moi, je vois la possibilité d'une future très prospère, très dynamique. Et pourquoi? Je vois 3 grands axes.
Le premier, c'est le PEP. C'est le produit de pension européen. Quelle opportunité devant nous. On sait très bien que les gouvernements européens ne peuvent pas continuer de fournir les pensions publiques avec un vieillissement de la population. Il faut un produit européen transférable, flexible, modèle au PCVM où l'Europe mène le monde. J'espère que le projet Pacte, qu'on a fait référence à tout à l'heure, et le PEP peut être compatible. Et j'espère aussi que vous, en France, très grands techniciens de finance, peut jouer un rôle de pivot, tête de peloton, sur ce produit que l'Europe a besoin. Deuxièmement, il me semble, en France, vous êtes très fort dans la gestion de finances. Vous avez 4 000 milliards de fonds sous gestion, le plus grand, me dit-on, en Europe, avec beaucoup de sociétés très compétentes et très innovatrices. Il faut poursuivre. Il faut jumeler tous les axes du marché français avec le private equity, avec venture capital, avec les bourses, avec le commerce électronique et créer un dynamisme français et européen qui va apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de croissance économique dans votre pays. Troisième grande opportunité, me semble-t-il, c'est le ESG, environnement social, gouvernement. Je pense que, encore, vous êtes en France très fort sur ce sujet, même leader sur le plan environnemental, sur le plan global. J'ai entendu à Eurofi, j'espère que vous venez nous joindre à Eurofi, le prochain à Bucarest l'année prochaine, sous la présidence roumaine, mais j'ai entendu à Vienne, le dernier, un propos très intéressant d'une grande société américaine qui dit le ESG, le fonds ESG implanté dans les fonds peut donner les firmes européennes une grande leading edge sur le plan global. Si c'est vrai, et je crois que c'est vrai, tirons les conséquences, travaillons ensemble et montez cet avantage compétitif européen. Mais pour accomplir tout ça, je vois des défis, des challenges. Et je nomme simplement les huitaines et je termine. Premièrement, la transparence et la confiance des consommateurs. Sans ça, on va nulle part. Deuxièmement, connecter, comme j'ai dit, tout le marché ensemble, avec des marchés profonds, liquides, dynamiques, avec le commerce électronique. 3. Éviter les concentrations des fonds, trop de fonds sur les ETF, peu d'offres. Je crois qu'il faut avoir toute la gamme des fonds pour les différents segments du marché. Et attention, ne pas trop concentrer sur certaines choses. 4. Stabilité financière. Stabilité financière, les sauvegardes, les gates. Vous travaillez, Monsieur le Président, sur les gates. Je crois que vous avez raison. Évitons le charge des buffalos quand tout le monde va à la même porte quand il y a des difficultés. Vigilance, prudence, préparons pour la prochaine crise financière qui viendra. 5. Développer le marché intérieur européen, vendre le marché européen intérieur, vendre le marché intérieur. Mais je crois que maintenant, il faut une certaine période de stabilité. Stabilité juridique, stabilité législative. Il y avait beaucoup de changements. Il faut que les plantes peuvent prendre forme. Alors, sur l'éducation financière, un sujet, on vient d'écouter un très bon panel. Moi, j'ai toujours plaidé pour une éducation financière embedded dans tous les parties de la société, de l'école à l'entreprise,
Je crois que les bénéfices sont très clairs. Pas seulement que le consommateur prend des meilleures décisions, mais vous faites un marché beaucoup plus uni, beaucoup plus efficace. Donc, vous avez un côté demande et un côté d'offre qui sont plus équilibrés qu'aujourd'hui. C'est asymétrique. La finance est asymétrique. Il faut changer cet asymétrisme. Je crois que je prends des exemples pourquoi c'est très important. C'est un exemple britannique, vous allez m'excuser. Mais l'ombudsman britannique, l'ombudsman prend toutes les plaintes entre le consommateur et l'entreprise financière. L'ombudsman en Angleterre, pendant les derniers 10 ans, a pris 3,2 millions de plaintes. 3,2 millions de plaintes. Et pendant l'année 2017-18, 340 000 plaintes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je crois que l'éducation financière est un moyen de le résoudre. Alors, sur Brexit, quelle est la bonne politique pour la gestion de finances? Bon, il faut absolument respecter le passeport. Il faut absolument éviter le brass plates in Gibraltar. Donc, une personne, un chien, et ça ne va pas. Ça va pas. Donc, il faut qu'il y ait une présence économique dans les pays membres de l'Union. Je ne pense pas, par contre, qu'il faut fondamentalement changer la politique de délégation parce que je crois que c'est au cœur du modèle OPCVM. Il faut surveiller, mais à mon avis, il ne faut pas trop changer. Dernier point sur les défis, vous avez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure, de maîtrise de digitalisation, tout artificial intelligence, blockchain, tout ce qui est robot conseil, et aussi protéger le consommateur dans le sens d'une bonne politique commune, efficace, coordonnée sur les attaques de cybercrime. Voilà, mesdames, messieurs, quelques idées un peu provocateurs, un peu crudes, mais excusez-moi pour ça. Mais je plaide en faveur d'une France forte au sein de l'Europe et surtout une France forte sur tous ces sujets, gestion de finances, union bancaire, Capital Markets Union, il y en a beaucoup à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, David Wright.